Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. Déjà, je voulais commencer par vous remercier. Merci pour l'accueil que vous avez fait à l'épisode précédent. C'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais pas sorti d'épisode, comme je le dis à chaque fois, j'arrive pas à tenir. Mais je m'attendais pas en fait à un tel accueil, donc merci à toutes les personnes qui ont pris le temps aussi de venir me laisser un petit message dans mes DM pour me remercier, pour me dire que l'épisode a eu un impact. Voilà, c'est exactement entre guillemets ce que je souhaite. Moi, comme je dis toujours, mon contenu, je le fais pour vous, je le fais pas pour moi. Donc merci pour ça. Je sais que ça peut paraître pas grand chose, mais et je comprends, parce que moi-même, j'écoute des podcasts, etc. Et maintenant, j'essaie de plus en plus de prendre le temps de dire aux créateurs, d'aller leur laisser un petit message, leur dire voilà, c'est cool cet épisode, il m'a aidé sur ça, etc. Donc, keep going. Donc voilà, juste merci pour ça et merci à toutes les nouvelles petites notes que j'ai reçues aussi, j'ai vu sur Apple Podcast et Spotify, c'est adorable, voilà. Je voulais vous prendre le temps, tout simplement. Bon, comme vous l'avez vu dans le titre, on va toujours continuer d'aborder des sujets un peu cruciaux pour les multipotentiels, pour les multipassionnés. Comment sortir de cette paralysie décisionnelle, de toutes ces injonctions qui nous demandent de choisir, comment se réaliser pleinement quand on a envie de tout faire. C'est un petit peu le sujet qu'on va aborder aujourd'hui et particulièrement les étapes pour assumer ces multifacettes et concrétiser toutes ces idées. Déjà, je voulais prendre le temps de vous donner des petites phrases. Alors, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous savez que j'aime bien mettre des petits mantras, des petites phrases qui peuvent vous parler, etc., que je mets en carrousel. Je mets toujours deux, trois photos de carrousel avec des fonds différents et les mêmes phrases. Je vois que ça vous plaît bien, en tout cas elles sont pas mal partagées, je vois que vous identifiez aussi entre vous, donc c'est trop chouette, ça me pousse à en faire davantage. Et j'en ai quelques-unes à vous donner aujourd'hui. Des phrases que je me répète tout le temps, c'est pour ça que je dirais même que ce sont des mantras, que je me répète depuis en tout cas quelques temps, voilà. Et j'aimerais vous les donner aujourd'hui dans ce podcast. Je vais les laisser en fait infuser. Et vous allez voir en fait juste comment ça résonne pour vous. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ces phrases, mais j'avais quand même envie de vous les partager parce que je me dis que des fois, avec une phrase, un mot, une expression, ça peut nous faire avoir des déclics, ce fameux déclic. J'aime bien mettre ce mot... En fait, tous les mots qui sont un peu galvaudés comme ça, qu'on entend beaucoup, je les mets toujours un peu entre guillemets. Là, vous ne me voyez pas faire, mais j'ai fait le signe guillemets. Parce que des fois, on a l'impression qu'ils veulent plus rien dire, tellement on les emploie. Mais bref. Je commence. Le premier mantra, c'est « Je me donne la permission d'explorer toutes mes passions sans culpabilité et je refuse de m'excuser pour ça. Je suis capable de réussir dans plusieurs domaines simultanément et je ne vais pas m'excuser de ça non plus. Je choisis de voir ma multipotentialité comme une force unique et précieuse et je défie quiconque de penser autrement. Je suis pleinement alignée avec ma vision et mes valeurs et je réalise mes projets avec audace, peu importe ce que les autres pensent. Je ne veux plus jamais que mon destin soit façonné par les autres et joué petit. Leurs limites ne sont absolument pas les miennes. Je ne suis pas qu'un seul rôle dans ma vie, mais plutôt l'ensemble du casting. Voilà, vous les laissez se déposer, vous les laissez infuser, vous voyez comment ça vous parle, est-ce que ça résonne, est-ce que ça résonne pas. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, j'avais simplement envie de vous les partager aujourd'hui. L'idée, pour enfin, j'ai envie de dire, assumer toutes ces facettes, concrétiser toutes ces idées, toutes les idées géniales qu'on a dans la tête et sortir de cette paralysie décisionnelle, parce que c'est ça, en fait, quand on est multi, c'est souvent qu'on fait face à une paralysie décisionnelle, on n'arrive pas à prendre des décisions, à faire des choix. Eh ben, il va falloir déjà apprendre à déconstruire toutes les injonctions qu'on a posées sur nous. Donc ces injonctions, ce sont ces petites voix dans nos têtes qui nous disent qu'on ne peut pas tout faire, qu'on doit choisir un seul chemin, qu'on ne sera jamais assez bon dans plusieurs domaines à la fois. Donc pour les déconstruire, déjà il va falloir les identifier et les remettre en question. Donc demandez-vous d'où est-ce que ça vient ? Qui vous a dit que vous deviez vous limiter ? Et ça peut être une vraie personne. Est-ce que ça peut être un on général où on ne sait pas trop qui mais on l'a entendu. Ça peut être vraiment une personne qui vous l'a dit, ça peut être un professeur, une figure d'autorité, peu importe, un proche. Et la dernière question c'est
est-ce vraiment votre vérité ou celle des autres? En fait, ces injonctions, une fois identifiées, ça va être important de pouvoir les remplacer par des croyances qui vous soutiennent. Alors, injonction, j'aurais aussi pu mettre croyances limitantes, mais encore une fois, c'est un terme qui est tellement galvaudé que j'en peux plus de l'entendre, ce terme, tu as des croyances limitantes. Bon. Alors oui, certes, c'est vrai, parce qu'en réalité, c'est difficile de le remplacer par vraiment autre chose, parce que ça reste des choses auxquelles on croit, donc de l'ordre de la croyance, qui effectivement nous limitent, nous bloquent, nous frustrent. Voilà, vous mettez le terme que vous souhaitez. Donc moi, j'appelle ça plutôt les injonctions du coup limitantes, parce que ce sont des croyances, certes, mais ce sont des croyances tellement ancrées. Une injonction, c'est ça pour moi, c'est une croyance qui est ancrée. C'est une croyance qui est ancrée dans la société souvent, une injonction sociétale. Alors il y a plusieurs types d'injonctions bien entendu. Donc par exemple, vous pouvez remplacer le « je dois choisir une seule voie » par « je peux exceller dans plusieurs domaines ». Ou alors « je ne serai jamais à la hauteur » par « ma diversité, c'est ma force, pas mon boulet ». Donc on va commencer tout de suite avec les étapes que j'ai envie de vous partager aujourd'hui dans ce podcast. La toute première chose que j'ai envie de vous partager, la toute première étape, c'est d'oser explorer ces multifacettes. Alors ça veut dire quoi oser explorer ces multifacettes? En réalité, ça pourrait avoir plusieurs sens parce que une facette, ça pourrait être une facette de son être, tout comme une facette de quelque chose que l'on a. Donc j'ai ou je suis. En gros, c'est ça. Moi, dans mon message et sur mes réseaux, je parle beaucoup de l'avoir, un peu moins de l'être, même si je pense profondément qu'on peut aussi incarner plusieurs facettes dans l'être. Alors, je vais essayer d'être plus claire, je suis désolée si, si je vous ai perdu. En gros, une facette, ça peut être une part d'ombre qu'on essaie de cacher, un défaut. Donc, je vais vous donner des exemples concrets. Si par exemple, moi, je suis quelqu'un... j'ai été quelqu'un pendant longtemps, et puis je pense que ça m'arrive encore de temps en temps, de très narcissique. On me l'a beaucoup reproché d'ailleurs. Mais quand j'étais plus jeune, c'était vraiment flagrant. Maintenant, je dirais que la société est narcissique, parce qu'en fait, avec l'ère des réseaux sociaux, etc., on l'est tous un petit peu à notre manière. Mais à l'époque, donc je vous parle de ça il y a peut-être 15 ans, facile, parce que j'approche des 30 ans, donc j'avais bien 13, 14, 15 ans. C'était très très mal vu. Bon, c'est pas un compliment quand on nous dit qu'on est narcissique. Parce que moi je faisais partie de ces filles qui adoraient se prendre en photo. Voilà. Ça veut pas dire que je m'aimais, parce qu'en fait il est là le paradoxe. Plus on se prend en photo, plus on essaie d'aller chercher quelque chose qu'on n'apprécie pas forcément chez nous. C'était comme c'était mon antidote, moi. La photo a été un gros médicament pour moi. J'en ai jamais trop parlé, parce qu'en fait je me suis jamais trop sentie légitime à en parler, parce que je suis pas modèle, j'ai pas fait de la photo mon métier, etc. Alors qu'en fait, je pense que le sujet a tout à fait sa place, parce qu'en réalité, on n'a pas besoin d'être modèle pour faire de la photo. Et moi, à l'époque, justement, je me prenais un peu pour ce que j'étais pas. Et du coup, je m'amusais à dire que j'étais un peu modèle photo. J'étais pas du tout modèle photo. Juste, je m'amusais à prendre des photographes, à organiser des shootings pour essayer de me sentir un petit peu mieux. Alors, est-ce que ça a complètement fonctionné? Non, pas tout de suite, parce qu'en fait, il n'y avait pas que ça. Par contre, je pense que ça m'a soutenue quand même à certains moments de ma vie. Et ça m'a quand même aidé à avoir plus confiance en moi. J'étais pas... C'est assez paradoxal, parce qu'en fait... là, je dévie un peu sur le sujet, mais j'en profite pour vous glisser ça, parce que je sais même pas, sinon, si je le glisserais un jour quelque part, si j'en parlerais autre part qu'ici. Mais quand j'étais plus jeune, j'ai jamais eu trop de mal à trouver des petits copains, etc. Franchement, j'étais quand même plutôt mimi, mais moi, je me sentais pas du tout mimi, en fait. Je me sentais pas du tout belle. Je me trouvais pas du tout jolie. Alors que pour autant, j'ai jamais eu trop de problèmes. Enfin voilà, j'étais pas le cliché de la nana qui était pas du tout jolie, qui n'attirait personne. Alors, ça fait peut-être un peu bizarre de le dire comme ça, donc je suis désolée si ça sonne un peu bizarre dans vos oreilles, mais c'est juste que je trouve pas les mots pour vous le dire autrement, et en même temps, j'ai pas envie de faire la fausse humble, parce que la vérité, c'est que non, j'étais pas moche. Alors, j'ai eu des périodes comme tout le monde où j'étais vraiment pas terrible. Je regarde la photo maintenant, je trouve que c'est vraiment pas terrible. Il y a une période là particulièrement... quand j'avais 18 ans, là, entre 18 et 21, 22, là, c'était vraiment pas terrible. Je crois que c'était ma pire période, mais bref, c'est comme ça. En tout cas, pourquoi je voulais vous dire ça? Parce qu'à la base, je vous parlais des facettes. Et en fait, une facette, ça pourrait être par exemple le fait que, je suis narcissique et j'ai envie de le cacher au monde parce que j'assume pas ça. Je l'assume pas. Donc c'est une facette que j'assume pas, mais qui fait quand même partie de moi. Mais du coup, comment être complètement aligné, complètement authentique quand on essaie de cacher des choses sous le tapis, etc. Alors, c'est difficile, parce que ça veut pas forcément dire qu'on doit tout montrer au monde, etc. Mais je pense que déjà d'être OK avec soi-même et d'être sincère avec soi-même, et ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir, c'est déjà un premier pas dans ce travail, on va dire.
Donc oser explorer ces multifacettes, oui, ça peut être dans l'être, mais moi j'ai surtout envie de vous parler de l'avoir. Donc du faire en fait, je dirais même ça, du faire, plus que de l'avoir. De faire plusieurs choses. Parce que pour moi, c'est ça aussi être multipotentiel. C'est pas être multipotentiel dans l'être, parce qu'en fait je pense, et je vais encore ouvrir une parenthèse que je ne vais pas fermer, mais je pense que l'homme est intrinsèquement multipotentiel. Quand on me dit oui, mais tout le monde est multipotentiel, mais oui, je pense que oui. Je pense que l'homme, dans l'être, est intrinsèquement multipotentiel. Mais dans le faire, ce qui fait notre multipotentialité, et ça sera d'ailleurs tout le sujet de mon livre qui sortira en septembre 2024, c'est de faire. Quand on fait ces choses, on devient multipotentiel. Je ne sais pas si c'est clair, mais en gros, plus vous allez faire, plus vous allez comme devenir multipotentiel. Donc en fait, ça soulève encore une autre question, c'est est-on tous multipotentiels ? Est-ce que c'est inné à l'homme ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut devenir ? Et moi, je pense que c'est les deux. Je pense qu'il y a des personnes qui viennent forcément avec des facultés, avec des prédispositions, comme on dit, à être multipotentiels. Voilà, peut-être un environnement dans lequel ils ont baigné, des parents, etc. Ça peut être plein de choses. Et il y a des personnes qui peuvent le devenir. Et être multipotentiel, à mon sens, c'est maîtriser plus de 2 domaines. Être bon, voire même excellent, dans plus de 2 domaines. C'est aller chercher, il y a une forme de douance quand même dans la multipotentialité. Je me suis égarée, donc je referme la parenthèse pour revenir à mon étape 1, qui est donc oser explorer ces multifacettes. En fait, c'est ici que tout commence. Vous devez accepter et célébrer votre capacité à jongler avec plusieurs intérêts. Prenez le temps d'explorer chaque facette de vous-même sans vous juger. Et cette première étape, en fait, ça va passer par comprendre déjà ce que c'est que la multipotentialité. Comment elle se manifeste chez vous. De comprendre à quel archétype aussi vous vous rattachez. Vous savez que moi, j'adore les archétypes. Et encore, l'idée ici, c'est pas de vous mettre dans une case encore trop petite, une boîte qui vous limite, mais plutôt de vous aider à vous situer, à trouver votre place. Et où est ma place finalement dans un monde de spécialistes ? Ça, c'est pareil, c'est important d'aller chercher ça. Comment renouer avec ces talents uniques, ce qui fait de vous, vous. Et moi, il y a une chose qui m'a aidé à comprendre et à mieux vivre ma multipotentialité, c'est m'autoriser. C'est m'autoriser à explorer différentes choses. Avant, je pensais que m'autoriser à explorer différentes choses, c'était un luxe qui était réservé à ceux qui savaient exactement ce qu'ils voulaient faire. J'hésitais d'ailleurs pendant longtemps à reprendre la danse, parce que moi j'ai fait de la danse classique pendant plein d'années, pendant 13 ans. Alors même si aujourd'hui ça se voit pas trop en heels, je trouve, quand je fais des vidéos, je trouve que ça se voit pas du tout, parce qu'en fait c'est pas du tout les mêmes types de danse. Et j'ai hésité à reprendre la danse de façon générale, pas forcément le classique, parce qu'en fait, moi je m'étais mis en tête que j'avais un bon niveau, honnêtement à l'époque, j'ai été formée pour aller au conservatoire, j'y suis pas allée, etc. J'ai déjà raconté un petit peu dans des posts Instagram, mais bref. Problème de santé, de genoux, j'ai arrêté la danse, ça a cassé mon rêve, ça a été une des pires épreuves de ma vie, je pense, de ma vie d'adolescente en tout cas. Et en fait, j'ai pas voulu reprendre la danse parce que j'avais peur de perdre en fait mon niveau et de me sentir un peu limitée par cette discipline qui est un peu rigide. Parce que le heels, bon là je vous parle d'un exemple personnel, pour ceux qui ne le savent pas, je fais de la danse heels, qu'on appelle heels, donc c'est de la danse sur talons, un peu sensuelle, pas sexuelle, hein, mais vraiment sensuelle, c'est vraiment la différence. Donc il peut se faire au sol, debout, etc. Et c'est un gros challenge pour moi pour plusieurs raisons. Alors pas forcément pour aller réveiller ma sensualité, parce que j'ai jamais eu de gros problèmes avec ça, pour être sincère. Moi c'est pas un sujet chez moi, la sensualité. Mais c'est plus... Alors, jouer la femme fatale, un petit peu, oui. Mais je sais pas comment expliquer. C'est plus pour me challenger, pour sortir aussi de ma rigidité, parce que je suis quelqu'un de très rigide. Pour faire un petit up à l'astro, c'est assez drôle, parce que ça, on peut le voir dans les ascendants, etc. Moi, je suis ascendant vierge. La vierge, elle est connue pour être assez rigide quand même. Donc, c'est assez terrible. Et l'ascendant, c'est beaucoup ce qu'on va refléter, justement. Mais bref, j'arrête la parenthèse astro. Et du coup, voilà, moi, j'ai pas osé, en fait, aller explorer ça tout de suite. Et finalement, ça fait que1 an que j'ai repris la danse. Et en fait, j'ai réalisé que l'exploration continue, c'était essentiel pour nourrir mes passions et mes intérêts. Et me nourrir de cette manière-là, ça nourrit aussi mon entreprise. Parce qu'en fait, je le dis tout le temps, on est un miroir de notre boîte. Donc en fait, se nourrir, c'est aussi nourrir sa boîte quelque part. Ensuite, je me suis autorisée à ressentir pleinement mon corps. C'est-à-dire que j'ai intégré de plus en plus de pratiques somatiques dans ma routine quotidienne, comme la cohérence cardiaque, des exercices de breathwork, respiration, etc. et des visualisations même avant de dormir. Et ça, c'est pareil.
Tout ce qui passe par mon corps m'aide énormément à processer, alors je sais pas trop comment on dit en français, à faire le process quoi. Je me suis autorisée aussi à me créer ma propre méthode pour développer ma vision. Alors avant, je pensais qu'avoir une vision claire, c'était réservé aux grands entrepreneurs. Quelque chose que je comprenais pas vraiment d'ailleurs. Je me sentais un peu souvent perdue, comme d'hab, hein. J'avais trop d'intérêt, trop de passion, donc c'était confus. Mais j'ai réalisé il n'y a pas hyper longtemps, finalement, peut-être un an et demi que ça, que... Alors c'est pas forcément une obligation d'avoir une vision, mais c'est plutôt, à mon sens en tout cas, une clé essentielle pour quelqu'un de multipassionné comme moi. Clarifier ma vision, ça m'a permis de comprendre ce que je voulais réellement apporter au monde, comment je voulais aligner mes différentes passions et projets, et comment je pouvais utiliser mes compétences pour créer un impact significatif. C'est vraiment devenu une espèce de boussole, une espèce de guide en fait précieux qui m'aide au final tous les jours à naviguer à travers mes diverses ambitions et à donner un sens cohérent à mes actions. Et puis enfin, je me suis autorisée à mieux me connaître. Avant, je sous-estimais l'importance de la connaissance de soi, vraiment. Et je réalisais pas à quel point mes forces, mes faiblesses, mes motivations profondes, mes peurs aussi, et toutes mes parts sombres, ça pouvait influencer mes choix et mes actions. Donc être multipassionné finalement, être multipotentiel, ça a parfois amplifié cette espèce de confusion, ça m'a souvent laissé me demander où est-ce que je devrais concentrer mes énergies, etc. Mais maintenant, à l'heure actuelle, en tout cas, je trouve qu'investir dans ma connaissance de soi, c'est une priorité. Et encore une fois, ça soulève la question philosophique de est-ce qu'à la fin de sa vie, on se connaîtra à 100%? Non. Et je pense pas que ce soit le but non plus. Tout comme le but, c'est pas de tout guérir. Voilà, après, bon, ça c'est personnellement mon avis. Mais je pense pas qu'on soit venu sur cette terre pour tout guérir, toutes nos blessures, se connaître à 100%. Je crois pas, en fait. Je crois que le but de la vie, c'est juste de vivre, en fait. Voilà. Parenthèse fermée. Donc ça, c'était pour l'étape 1, d'oser explorer ses multifacettes. L'étape numéro 2, c'est comment je fais de tout mon flux d'idées une force. Bon, vous avez plein d'idées, et au final, tant mieux, et j'ai envie de vous dire, c'est plutôt un cadeau, parce qu'il y a beaucoup aussi d'entrepreneurs que j'ai croisés sur ma route, et qui, finalement, se retrouvaient dans le cas inverse, où ils n'avaient pas d'idée. Il n'y avait rien. Ils avaient envie d'entreprendre, mais ils n'avaient pas d'idée. Donc là, c'est plus compliqué. Seulement, le truc pour vous, c'est qu'il va falloir apprendre à les canaliser. Donc pour canaliser ces idées, vous pouvez utiliser plusieurs outils. Il y a des tableaux de vision qui existent pour organiser vos pensées, faire des mind mapping. En fait, transformer ce flux incessant en une source d'innovation et de créativité, ça va être nécessaire. L'idée ici, c'est de voir tout ce flux d'idées non comme une surcharge, mais comme un espèce de trésor à exploiter. Le fait d'avoir beaucoup d'idées, c'est génial. Le truc que j'ai envie de vous dire, c'est que déjà, toutes les idées ne doivent pas être monétisées. Donc ça, il faut se poser ces questions-là aussi. Et de vous laisser le temps. Moi, typiquement, j'utilise ce qu'on appelle ce que j'appelle, parce que c'est moi qui l'ai créé du coup, un filtre à idées. En fait, je fais passer mon filtre à idées, tout est dans un template Notion, où j'ai mon filtre à idées, je note mon idée, j'ai un certain nombre de temps que je dois laisser passer avant de revenir sur cette idée. Et ensuite, cette idée, elle est notée, elle est jaugée en fonction de plusieurs critères, plusieurs paramètres, pour ensuite décider dans quel tas elle va aller finalement. Est-ce qu'elle va à la poubelle? Est-ce que cette idée, on la conserve mais pour plus tard? Et dans ce cas, on se met une deadline, on se met quelque chose, on se dit qu'on revient dessus dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans. Et souvent, entre-temps, on la jette en fait parce qu'on se rend compte que c'est pas forcément viable. Ou alors est-ce que c'est quelque chose que je peux faire là dans les prochains mois, alors pas forcément là tout de suite au moment T, mais là dans les prochains mois, prochaines semaines, etc. Quelque chose qui est viable et que je peux planifier. Donc ça c'est important. Donc l'idée, ça va vraiment d'aller se rendre compte, d'aller se réconcilier en fait avec le fait que ces idées, c'est un cadeau. C'est juste qu'effectivement, là où ça devient un boulet, c'est parce qu'en fait, ça nous surcharge cognitivement d'avoir trop d'idées. Je vous renvoie à un podcast que j'avais fait, j'en ai parlé d'ailleurs dans le dernier podcast, je ne sais plus le nom, il me semble que c'est l'épisode 50 ou 49. Ou peut-être pas, ou peut-être juste avant. Où je vous parle de la surcharge cognitive, je vous envoie vraiment à aller l'écouter, parce qu'en fait, il s'agit de ça. Et c'est ça qui fait qu'en fait, on est submergé par nos idées, etc. Parce qu'en fait, on en a trop, on les garde souvent dans la tête déjà au lieu de les noter, et on se frustre, parce que du coup, on les met jamais en place. Parce qu'en fait, on n'a pas pris le temps de les évaluer, ces idées. Donc l'idée, ça va être d'aller apprendre à comment sélectionner et développer vos idées,
des idées qui peuvent augmenter vos revenus aussi. D'aller transformer vos pensées en profit, voilà, on peut dire ça comme ça. De regarder aussi quel projet mérite votre temps, mérite votre investissement pour vraiment prospérer. Comme je vous l'ai dit, pas toutes vos idées doivent devenir des business. Donc choisissez les plus brillantes. Choisissez-les intelligemment. Transformez aussi toutes ces idées brillantes en plans d'action solides qui vont vous aider à propulser votre entreprise vers l'avant. C'est un petit peu comme construire un pont entre vos rêves et la réalité. Ensuite, l'étape numéro 3, ça va être de vous appuyer sur tout ce que vous avez déjà pour révéler vos potentiels. Donc, vous appuyez sur vos passions, sur vos intérêts pour révéler vos potentiels. Donc, j'entends par là, quand on dit un potentiel, en fait, un potentiel, c'est une ressource qui est inexploitée. Donc, c'est vraiment ça, pour révéler finalement vos dons, vos talents, vos compétences, ces choses que vous n'avez pas forcément exploitées. Parce que vos passions, finalement, sont la clé de votre épanouissement. Donc, identifiez ce qui vous fait le plus vibrer, utilisez-le pour révéler justement ces potentiels-là. Prenez le temps vraiment de vous plonger dans ce qui vous passionne et d'aller regarder comment ça peut s'intégrer dans vos projets professionnels et personnels. L'idée, c'est de comprendre la différence entre vos simples intérêts et de véritables passions. Parce qu'il y a une vraie différence entre juste des intérêts comme ça et des passions. Donc, apprenez à identifier ce qui vous fait vibrer, comment ça peut alimenter votre réussite. D'aller regarder aussi comment vos compétences qui sont uniques et vos forces peuvent se combiner pour créer justement votre profil de multipotentiel unique. Alors, c'est quoi le profil de multipotentiel unique ? Là, je m'adresse surtout aux personnes qui entreprennent ou qui ont le souhait d'entreprendre. Ça va être aussi votre singularité. Comment vous allez vous démarquer. Donc, de transformer en fait ce que vous aimez faire en ce pourquoi vous êtes payé. Il va falloir aussi se plonger dans l'univers de vos capacités à développer une entreprise ou une carrière qui non seulement vous passionne, mais vous rend incontournable dans votre domaine. D'aller comprendre c'est quoi vos états de flow. D'identifier vos états de flow. Donc vous savez, l'état de flow, c'est ce moment où, alors je vais la faire très simple, j'ai pas de définition exacte, c'est ce moment où vous ne voyez pas le temps passer. Par exemple, moi quand je suis en train de peindre ou que je suis en train de faire de la poterie, une activité créative, mais ça arrive à beaucoup de personnes, je suis en état de flow complet. Je vois pas du tout le temps passer. Je peux passer 2-3 heures, 5 heures dans la même pièce. Je crois que je m'en rendrai même pas compte. Voilà. Et d'apprendre à rester aussi dans votre zone de génie. La 4e étape, c'est de clarifier votre vision personnelle pour mieux déployer votre message. Comme je vous l'ai dit, moi, pendant longtemps, j'ai pas eu de vision parce que j'ai longtemps pensé que c'était réservé qu'aux plus grands, en fait. Que c'était un peu de se dire, où est-ce qu'on se voyait dans 10 ans et donner un maximum de détails, en gros. Mais je pense qu'une vision, c'est bien plus que ça. Une vision, c'est un ensemble de paramètres tels que votre message, votre mission et vos valeurs qui s'élèvent ensemble. C'est vraiment quelque chose qui doit presque vous faire peur, vous impressionner, tellement ça vous dépasse, en fait. Donc, une vision claire, ça va être pour moi essentiel quand on est multi pour justement ramener un petit peu de cohérence, pour donner une direction à tous vos intérêts, vos passions, vos projets. Donc l'idée, ça va être aussi, à travers ça, de trouver votre fil rouge. Le fameux fil rouge, d'identifier votre lien unificateur entre toutes vos passions pour garder une cohérence, d'apprendre à articuler votre vision aussi de manière à toucher et inspirer votre audience. Voyez, de voir comment cette diversité que vous portez en vous, finalement, ça peut devenir votre plus grande force. Même dans un monde qui prône la spécialisation. L'étape numéro 5, ça va être de prioriser sans renoncer à vos idées. En réalité, on sait tous prioriser. On a juste la sensation qu'on ne sait pas, qu'on ne nous a pas appris, etc. Mais c'est crucial de prioriser sans forcément renoncer à ce qui vous tient à cœur. Mais prioriser, c'est important pour plusieurs choses. En fait, comme je vous ai dit au début, si on remonte un petit peu, toutes les idées ne doivent pas être monétisées et toutes ne doivent pas être faites en même temps. Et c'est là un peu le propre du multipotentiel, c'est que typiquement, moi ce que je fais, c'est que je m'organise des saisons de focus. Des saisons qui vont durer 90 jours, où je vais me focaliser sur un certain projet, prendre des dominances de projet, où je vais par exemple prendre un projet, là c'est ce que j'ai fait par exemple cet hiver, j'étais dans l'Académie des multipotentiels, c'était mon projet dominant à 80%, et dessous j'avais 2 autres projets à 10 et 10%, voilà, ce qui fait en tout 100%, comme l'écriture de mon livre, et j'étais déjà en train de préparer le programme Multipassion Prioritize à l'époque.
Et en fait, je fonctionne comme ça par 90 jours. Ce qui fait que je ne me frustre pas à faire une seule chose, mais plutôt je travaille sur 2-3 projets de fond, tout en restant cohérente, tout en restant équilibrée et tout en gardant mon énergie aussi quelque part sans m'épuiser, parce que l'idée c'est pas de se cramer. Donc ça va être d'identifier en fait, de choisir parmi vos idées celles qui méritent d'être transformées en projet, d'apprendre aussi les principes clés pour classer vos projets en fonction de leurs valeurs, de leur alignement, etc. C'est pareil, moi j'ai tout un classement de projets dans mon Notion, j'ai des templates, etc. exprès pour ça, et heureusement d'ailleurs. De vous fixer aussi des objectifs qui font écho à votre vision globale et de cultiver quelque part une clarté inébranlable qui vous permet de rester concentré sur vos objectifs prioritaires. L'étape numéro 6, ça va être de faire passer toutes vos idées à l'action pour donner vie à vos projets. Donc de transformer vos idées en actions concrètes. Donc ça signifie définir des objectifs qui sont clairs, créer des plans d'action détaillés, prendre des mesures quotidiennes pour avancer. Donc vous pouvez utiliser des outils de gestion de projet, ça peut être Asana, Notion, etc. Mais souvenez-vous que chaque petite action, elle compte. Donc vraiment, le but ici, ça va être dans cette étape-là d'organiser vos pensées pour préparer le terrain pour l'action. Donc de transformer tout ce chaos-là en une feuille de route super claire et exécutable. Listez un petit peu ce que vous pouvez faire, dans quel ordre. D'apprendre aussi à reconnaître les signaux pour vous réajuster vos plans, transformer vos obstacles en tremplin, on va dire ça comme ça. Parce qu'en fait, je sais que quand on est multi, on peut avoir tendance à pivoter. Donc comment on pivote stratégiquement ? D'apprendre aussi des stratégies pour aller au bout de vos projets, parce que souvent on ne termine pas ce qu'on commence, pas tout le temps, mais ça arrive souvent. Donc d'aller voir pourquoi vous ne terminez pas. Est-ce qu'il y a un problème avec l'engagement ? Qu'est-ce que ça vous évoque, la notion de vous engager ? C'est quoi s'engager pour vous ? Et la dernière étape, ça va être de vous organiser pour gérer plusieurs projets. Là, ça va être essentiel en fait de mettre en place une routine, une organisation super rigoureuse. Donc vous pouvez utiliser, comme je vous ai dit tout à l'heure, la méthode des saisons de focus. Vous allez concentrer vos efforts sur des objectifs spécifiques pendant des périodes définies. Et ça va vous aider en fait à progresser de manière cohérente et d'éviter de vous sentir submergé. Donc là, l'idée, ça va être de cultiver votre concentration. Donc évitez d'avoir le syndrome de l'objet brillant, par exemple, d'aller toujours regarder ce qui se fait ailleurs et de vouloir tout tenter. On peut, en tant que multi, et je vous le confirme vraiment, ne pas aller contre sa nature et quand même rester concentré. Et franchement, j'en suis la preuve parce que moi aussi, j'ai eu le syndrome de l'objet brillant. Moi aussi, j'ai eu envie de partir, mais c'était même plus là tout faire. Là, c'était faire des choses qui sortaient même du cadre ou de la vision que j'avais. C'est pour ça que la vision est importante pour moi quand on est multi, parce que ça nous permet d'avoir un cadre et de se dire « Ok, est-ce que ce projet-là, il y correspond ?» Non, je pense pas. Bon, on va le mettre sur le côté. En gros, c'est ça. Si vous vous reconnaissez déjà dans ce que je raconte, dans ce podcast, si tout ça, ça vous a parlé, parce que du coup, on est arrivé à la 7e étape, j'ai une petite annonce spéciale pour vous. J'ai décidé, donc là je vous l'annonce un peu en avant-première en vrai, parce que je ne l'ai pas du tout annoncé encore sur Instagram. J'ai décidé d'organiser une masterclass, un webinaire exclusif qui sera déployer vos potentiels, la méthode infaillible pour équilibrer et réaliser toutes vos idées. Ça fait un moment que je voulais organiser un live, pour être honnête avec vous, parce que moi le live c'est là où je m'éclate le plus, c'est là où je pense que je donne aussi le plus de valeur, parce que je fais pas de rétention d'infos en général. Et en fait, je savais pas trop. Bon voilà, il y a eu des périodes un peu compliquées pour moi. Si vous avez suivi entre avril, mai, juin, là, c'était pas terrible. Mais bref, et du coup, j'attendais aussi le bon moment pour pouvoir vous le proposer. Alors, c'est pas hyper pratique pour moi, on va pas se mentir. Je vais être tout à fait franche avec vous. Moi, je vais me lever à 3h du matin pour le faire, parce qu'en fait, je vais le faire à 20h. Ce live va se dérouler le 22 juillet, le lundi 22 juillet à 20h30. Donc oui, ça fait 3h30 chez moi. Mais j'ai quand même envie de le faire parce que j'adore les lives. J'adore les lives, j'en fais pas assez. Et ça fait hyper longtemps surtout que je n'osais pas solliciter pour un live.
pour répondre en plus en direct à vos questions, etc. Enfin voilà, moi c'est les choses que je préfère le plus. Donc vous le savez, vous retrouverez, alors je pense dans les liens de ce podcast, le lien dans les notes de ce podcast, pardon, le lien pour vous inscrire au webinaire. Si c'est pas le cas, vous retrouverez le lien pour vous inscrire à la liste d'attente. Je sais pas encore si le lien sera disponible, c'est pour ça, mais dans tous les cas, il y aura une lien pour une liste d'attente parce que je pense que je vais limiter les places parce que j'aimerais qu'on reste en pas trop grand nombre. Voilà. Je sais pas encore à combien je vais limiter. Bon, ça peut être une centaine c'est déjà beaucoup, mais je veux dire, j'ai pas envie qu'on soit 800 quoi. C'est voilà. Parce que c'est déjà arrivé sur des webinaires qu'on soit 1000, 1500, etc. à l'époque où je faisais beaucoup neuroclothing et d'autres formations, mais bref. Voilà, donc je vous le dis, c'est pour ça que la liste d'attente peut peut-être vous aider. En tout cas, j'espère que ce podcast vous aura plu, qui vous aura aidé, qui vous aura donné des clés. Comme d'habitude, si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme de votre choix, donc que ce soit Apple Podcast ou Spotify ou n'importe laquelle, ou Deezer, je ne sais pas. Merci à tous ceux qui le font, merci pour vos petits retours aussi sur les réseaux. N'hésitez pas à venir me le dire en DM si ça vous a aidé tout simplement, ou si ça vous a pas aidé aussi. Je serais ravie de le savoir. Moi vous savez, il n'y a pas grand chose que je prends mal, parce que je suis toujours en train de remettre tout en question, surtout dans mon travail, donc n'hésitez pas à me le dire, que ça vous aide ou pas. Je serais vraiment ravie de le savoir, ça me permet toujours de pouvoir me réajuster aussi éventuellement. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine, parce que je vous ai dit que là, pendant 2-3 semaines, j'allais vous sortir un épisode tous les lundis. Donc je vous dis à la semaine prochaine. J'ai hâte. La semaine prochaine, on va discuter d'un autre sujet, toujours autour de la multipotentialité, hein, comme d'hab. Est-ce que je vous le spoil ? Parce que de toute façon, vous n'êtes pas censé le voir tout de suite. Je crois que je ne vais pas vous spoiler. Je vais garder la surprise. Mais bon, on va parler encore une fois de se lancer, comment on concrétise ses idées, etc. quand on est multi. Donc voilà, ça va être encore un chouette sujet. Je vous dis à la semaine pro. Bye bye.